Bonjour et bonsoir, amis auditeurs de Mind Radio et bienvenue à ce 38e numéro de Charlène Parlons-en avec pour invité le PDCI à la barre au travers de monsieur Agnero Latnel Dominique, voilà, qui répond ce soir à notre invitation et son thème, c'est bien entendu le grand retour du PDCI RDA au pouvoir. Avantage pour l'opposition ivoirienne ou pour la nation ivoirienne? Donc, c'est à cette question que notre invité va répondre ce soir. Bonsoir, monsieur Agnero, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Je t'entends très bien, Charlène. Bonsoir. Bonsoir. Merci bien, mon frère. Donc, nous sommes bien entendu aujourd'hui dimanche 30 juin 2024 et il est exactement 22h01 à Bruxelles, 16h ici à New York et 20h à Abidjan. Donc, sans plus tarder, je vais présenter brièvement notre invité. Notre invité est monsieur Agnero Latnel Dominique. Il est le grand conseiller du PDCI RDA et il est aussi délégué du Benelux chargé du recrutement et de l'immatriculation. Monsieur Agnero, vous êtes libre d'ajouter un peu plus sur votre palmarès pendant votre exposé. Voilà, ça dépendra de vous. Mes amis, je suis bien entendu Charlène Mossou, la modératrice de cette émission. Nous allons commencer. Bonsoir, monsieur Agnero. Bonsoir, Charlène. Bonsoir. Et merci pour l'opportunité, l'honneur que tu me fais et que Mind Radio me fait à travers ce 38e numéro. Je salue aussi tous ces auditeurs de partout dans le monde. Merci à vous de prendre votre temps pour participer à cette belle émission-là et à contribuer à la chose politique de notre pays. Pour les Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire pour ceux qui sont les amis de la Côte d'Ivoire. Alors, le sujet que m'a proposé aujourd'hui pour l'émission Mind Radio est un sujet intéressant et en même temps très ouvert. Donc, par humilité, je vais traiter ce que je peux pour vous et m'ouvrir en même temps à vos contributions. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit de traiter sur le grand retour du PDCI RDA et au pouvoir, le grand retour du PDCI RDA au pouvoir, les avantages pour l'opposition ou la nation ivoirienne. Alors, d'emblée, je vais rapidement, en quelques 8 à 10 minutes, vite exposer et vous dire un peu ce que je vois et que je pense de ce sujet-là. Mais avant de commencer, je vais contextualiser le sujet. Alors, il y a deux possibilités. Pour moi, on peut positionner ce sujet-là dans une partie de temps en cours de conquête de pouvoir qui est actuellement où le PDCI est en pleine mobilisation. Donc, en ce moment, dans cette contextualisation, effectivement, on n'est pas au pouvoir et on est à l'opposition. Maintenant, dans l'autre contextualisation qui ressemble plus au sujet, ce serait donc une projection dans le temps où on imagine donc le PDCI qui est au pouvoir le lendemain des élections, excusez-moi, des élections du 30 octobre 2025 et pour qui la question est demandée, qui allez-vous choisir, quels seront les bénéfices de votre prise de pouvoir ira pour qui, l'opposition ou la nation ivoirienne? Je crois que c'est bien la question qui m'est posée. Alors, à cette question-là, et quelles que soient les possibilités, la réponse est simplement pour les deux, pour la simple raison que le PDCI est déjà un parti qui est un parti qui a été qui a exercé le pouvoir d'État et le pouvoir d'État se fait pour toute une population, donc toute une nation, et l'opposition ivoirienne est constituée de citoyens ivoiriens. Donc l'opposition ivoirienne et la nation ivoirienne, pour moi, est une seule et même personne. Donc dès que le PDCI accède au pouvoir, les bénéfices n'iront directement qu'aux deux. Maintenant, comment est-ce que ça se disperse vers les deux?
naturellement, je vais justement détailler un peu ça. Mais les raisons pour lesquelles je dis que les avantages du PDCI aura des avantages en prenant le pouvoir, apportera des avantages et des bénéfices et à la fois à la nation ivoirienne, par ricochet l'opposition ivoirienne. Les raisons sont plusieurs, hein. De nature d'abord historique, parce que le PDCI est le parti fondateur même de la Côte d'Ivoire. Donc pour des raisons historiques déjà, nous sommes bien légitimes pour n'apporter que du bien à la nation, puisque nous l'avons déjà fait à travers l'histoire. Le PDCI a donc géré donc ce pays-là, a mis en place un système démocratique basé sur un seul parti qui regroupe, qui unifie toutes les forces du pays et à l'intérieur duquel une forme de pratique démocratique permettait à tout le monde de s'exprimer et de gravir les échelons socio-économiques jusqu'à sa retraite. Alors, au niveau aussi des justifications, j'ai dit historiques, les justifications sont naturelles aussi parce que j'ai cité le fait d'avoir géré naturellement la Côte d'Ivoire. On a des justifications concrètes aussi en termes de résultats. Le PDCI est celui-là qui a positionné la Côte d'Ivoire pendant son temps de gestion au niveau régional, au niveau continental et même au niveau international. Pour exemple, au niveau régional, personne ne peut nier que le PDCI-RDA a depuis très longtemps mis la Côte d'Ivoire comme locomotive de la zone UEMOA et donc le PDCI et le PDCI. La Côte d'Ivoire en est la puissance d'ailleurs régionale depuis toujours. Donc rien n'a été inventé, rien n'a été apporté plus que ça jusqu'à nos jours. C'est le positionnement qu'on a. C'est sous le PDCI que la Côte d'Ivoire a démarré sa grande révolution agricole qu'il a hissé au premier rang mondial de la production de cacao, au troisième rang du café et avec une politique agricole très forte conduite par le besoin d'autosuffisance alimentaire ou de l'objectif d'autosuffisance alimentaire. La Côte d'Ivoire était une sorte de vivier pour la sous-région et ce qui explique justement l'attraction humaine vers la Côte d'Ivoire par une immigration régionale vers la Côte d'Ivoire. Et aussi, le PDCI a transmis des valeurs, des idéologies à travers la notion de paix qui était si chère à notre père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, et qui a été aussi continué par le président Henri Konan Bédié et qui continue aujourd'hui à travers le président Thiam qui ne cesse de répéter les mêmes mots, les mêmes valeurs de calme, de paix, de dialogue et d'union, de discipline et de travail. Alors, il y a aussi le développement économique et social pour lequel le PDCI a pris part fortement pendant ces 39 années de règne. Le PDCI a aussi contribué à l'avènement du multipartisme pour démontrer son ouverture démocratique. Ce qui montre que concernant l'opposition ivoirienne, le PDCI étant au pouvoir sera un parti
aussi responsable et conscient de ce que l'opposition peut apporter en termes de contribution positive à une nation. Et le PDCI va aider à cela sous plusieurs formes. Déjà par l'exemplarité que nous donnons aujourd'hui dans l'arène politique en tant qu'opposants, l'exemplarité de manière de faire la politique élégamment, sans violence ni invective, sont déjà des premiers pas de cette contribution-là que nous allons apporter et étant au pouvoir, faire en sorte que l'opposition ne soit pas un ennemi, mais un adversaire et en même temps compatriote avec qui on pourra construire le pays dans le respect strict de la loi, de la Constitution. Et cela, la garantie qui peut être mise là-dessus, c'est que le PDCI, de par cette expérience qu'elle a connue, ne peut que vouloir améliorer les erreurs du passé et continuer ce qui a été bien fait pour l'humain, pour le social, afin que on continue notre lancée de développement et devenir faire de la Côte d'Ivoire un pays développé, puissant, qui n'envie pas d'autres pays à travers le monde. Donc voilà un peu ce que je pense de ce sujet très intéressant pour lequel je vais aussi m'abreuver de vos questions pour peut-être aller dans d'autres considérations du thème. Sur ce, je vais m'arrêter là et encore vous remercier de votre présence et de votre participation. Merci à toi, Charlène, et à ton équipe. Voilà, j'en ai fini. Merci bien, M. Agnero. Voilà, un exposé très bref. Il n'empêche que vous êtes quand même exposé. Hein? Comment? J'ai dit, n'empêche que votre exposé vous expose. Ah, mais ça dépend de quel côté on se retrouve, parce que j'ai l'impression que vous êtes exposé à moi. Donc, je vous attends. J'aime bien vos réponses, M. Agnero. J'aime bien vos réponses. C'est vraiment la force tranquille que vous pratiquez. Donc, merci beaucoup, merci. Donc, rapidement, pour ma première question, parce que je vais résumer encore le thème. Le grand retour du PDCI au pouvoir est-il un avantage pour l'opposition ivoirienne? Ou ce grand retour-là est un avantage pour toute la nation? Quand on dit avec toute la nation, c'est dit que tous les partis politiques sont compris. Même le parti au pouvoir qui pourrait être dans l'opposition demain. Et quand on demande si c'est un avantage pour l'opposition ivoirienne, étant donné que l'opposition ivoirienne a vraiment du mal à s'unir, à créer, comme on dit, l'union sacrée de l'opposition, on se demande est-ce que ce grand retour-là est un avantage pour l'opposition ivoirienne? Donc, alors, le grand retour, lorsque le PDCI a le pouvoir, ou bien le grand retour actuel pendant que le PDCI est en train de triompher dans sa quête de pouvoir. Lorsque le PDCI a le pouvoir. Alors, lorsque le PDCI a le pouvoir, donc comme je disais, les garanties que le PDCI pourra offrir, c'est cette expérience que le PDCI a lui-même vécue, étant au pouvoir, la difficulté de gestion du multipartisme entre 90 et 99 qui a coûté aussi la perte du pouvoir au PDCI. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le PDCI aura une nouvelle manière de gérer l'opposition. Il y a un stratège chinois qui dit que quand vous encerclez votre ennemi, ne fermez pas toutes les issues, laissez-lui un couloir pour éventuellement s'échapper et peut-être garder quelques prisonniers. Parce que le fait d'emprisonner, de bloquer, de confiner l'ennemi peut faire que dans un sursaut d'orgueil, il puisse devenir plus dangereux que ce qu'on imaginait. Et donc le PDCI va pas refaire cette
erreur d'utiliser de manière maladroite les forces régaliennes, comme dans le passé on a eu des difficultés, mais on va faire en sorte que l'éducation soit quelque chose qui apporte un plus et à la fois aux populations et à la fois aux institutions, et faire en sorte que on puisse donner de la valeur à chaque individu, à chaque citoyen, quel qu'il soit. Donc, pour l'opposition, faire en sorte qu'on ait une opposition qui contribue à la démocratie, parce que si le PDCI étant au pouvoir tue l'opposition, on rentre encore dans le cycle du passé. Et ça voudra dire que le PDCI n'aura pas tiré les leçons. Et le président Thiam est très conscient de cela, lui qui croit fortement à la démocratie et qui a quand même vécu pas mal d'années dans pas mal de pays à démocratie un peu spéciale et très très bien bâillonnée, comme l'Angleterre et la Suisse, sans oublier même la France, où il a commencé ses premiers pas dans l'école supérieure, dans les écoles supérieures. Donc fort de cette expérience-là, fort de sa connaissance dans des relations internationales, il pourra apporter quelque chose de nouveau qui garantira une démocratie apaisée. D'accord. Donc, autrement dit, vous avez plus ou moins répondu à la question de ce soir. Hein. Vous êtes en train de dire que le grand retour du PDCI au pouvoir sera à l'avantage de toute la nation ivoirienne. C'est ça. Quand bien même l'opposition ne sera pas bâillonnée. Ok. Non. L'opposition d'aujourd'hui, puisqu'en ce moment, vous faites partie de l'opposition avec nous. L'opposition d'aujourd'hui. Sera pas laissée pour compte, n'est-ce pas? Ah ouais, non. Mais l'opposition d'aujourd'hui, elle, pour moi, elle peut ne pas être la même que l'opposition de la prise de pouvoir du PDCI, parce que il y a beaucoup d'enjeux. Pour exemple, si on est dans ce que tu as appelé à la première émission que j'ai eue avec toi, l'union sacrée. Et oui, c'est de cette même opposition là que je parle, de l'union sacrée de l'opposition. Est-ce que quand le PDCI vient au pouvoir, l'opposition que nous avons en ce moment, avec y compris le PDCI, ne sera pas laissée pour compte, n'est-ce pas? Ah oui, mais ça sera plus opposition, parce que on sera appelé à gérer ensemble, parce qu'on était unis pour aller gagner. Donc, d'office, on ne devient plus opposition. On devient maintenant les tenants du pouvoir. D'accord. C'est vraiment très bien répondu. C'est vraiment très bien répondu. Oui. Je pense que vous avez répondu de la façon la plus vraiment démocratique, c'est démocratique ou démocrate qui soit. Mais en tout cas, c'est une très belle réponse. De dire que quand le PDCI vient au pouvoir, l'opposition que nous avons aujourd'hui n'est plus une opposition, mais nous serons tous en train de gérer OK. Voilà, on devient partenaire d'office, puisque c'est naturel. Si on a contribué ensemble à aller prendre le pouvoir, c'est que une fois qu'on a pris le pouvoir ensemble, nous on n'est plus d'opposition. Ce sera d'autres qui seront de l'opposition, et donc c'est pour ça que j'ai fait mon speech en disant que en ce moment-là, même ces autres-là, ils seront pas traités sous forme de vengeance. Ils seront traités de manière à ce qu'ils puissent contribuer, parce que l'opposition c'est une institution dans la démocratie. L'opposition est quelque chose qui anime la démocratie et qui fait que si elle n'est pas là, on n'est plus dans la démocratie, on est dans la monocratie. Il faut l'entretenir. C'est vraiment très bien répondu. C'est vraiment très bien répondu. Et pour ma seconde question, telles que sont faites les choses en Côte d'Ivoire, on ne peut pas partir en tant qu'un seul parti aux élections. Nous sommes obligés de créer des alliances pour avoir une force. Est-ce que le PDCI est conscient de ce fait-là, que étant donné que l'opposition a besoin d'un candidat pour les représenter? Oui, bien sûr. Parce que c'est clair que le parti au pouvoir va se présenter aussi ou va présenter aussi un candidat. Donc, est-ce que le PDCI est conscient de tous le contour et le pourtour de l'alliance qui doit se créer
Et bien sûr, voilà. bien sûr, je comprends bien la question. Je pense comprendre la question parce que c'est la même question tu m'as posé à une des émissions précédentes et j'avais même répondu à cette occasion-là que le PDCI était tellement conscient de cette éventualité-là que dans son programme de réforme, il y avait presque 3 volets qui avaient été consacrés à la stratégie de partenariat avec les partis politiques et donc cela justifiait l'ouverture à une union sacrée d'ailleurs. Maintenant, après, ça ne dépend pas du PDCI, ça dépend des deux. Donc, et le PDCI et les partis, comment est-ce que ça va s'articuler sinon, aujourd'hui, on le voit aussi de façon profane à travers la presse, les médias, comment est-ce que les relations se mettent en place à travers les visites et autres, les discours. Donc, on le voit tout de suite que le PDCI n'est pas fermé à ses partenaires de l'opposition. On a vu un président Thiam rendre visite au président Laurent Gbagbo, rendre visite à Madame Yves Simone, rencontrer Soul to Soul sorti fraîchement de prison. Je pense que le président Tidjane Thiam et le PDCI et par ricochet sont conscients de ce besoin de se rassembler. D'ailleurs, je citerai le président Tidjane Thiam dans une de ses sorties où il disait ensemble, on n'est pas sûr de gagner, mais divisé, on est sûr de perdre. Donc, vaut mieux déjà avoir le doute de pouvoir ne pas perdre. Hein? Donc, être au moins ensemble, comme ça, même si on n'a pas gagné, mais on avait une chance de gagner. Ça, c'est pour être humble, hein, qui dit ça comme ça. Donc, derrière ça, il faut juste comprendre que l'union fera toujours la force et que le PDCI reste ouvert à une bonne stratégie d'union entre les partis d'opposition, tous les partis même sans exception, parce que on est dans notre contexte ivoirien où l'utilisation des pressions, de la force, un mélange de plein de choses font que c'est difficile de pratiquer la démocratie. Et parfois, pour pratiquer la démocratie, comme dans toutes les négociations, il faut d'abord préparer l'influence. Et je crois que si l'opposition n'a pas une influence, le parti au pouvoir ne va pas considérer l'opposition et utilisera des moyens simplistes pour conserver le pouvoir d'État. Donc, on va pas s'épiloguer sur la lutte pour que la CEI soit comment on dit ça, soit crédible et tout ça, les inscriptions sur les listes, faire en sorte que tout le processus technique électoral soit crédible. Donc tout ça, c'est des batailles qui doivent se mener et qui doivent se mener ensemble pour que ça s'accélère. Parce que c'est une question de calendrier aussi. Parce que si c'est pas prêt au moment où il faut aller, le parti au pouvoir va argumenter que de toutes les façons les calendriers sont là et que voilà, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. La Constitution, c'est la Constitution et voilà, on va faire un passage en force comme d'habitude et les Ivoiriens resteront sur leur faim et finiront par être dans un syndrome de Stockholm où ils vont accepter d'être là au service de leur ravisseur, quoi. Voilà. Donc monsieur Agnero, vous confirmez, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui doit être fait en tant qu'opposition, sinon on va vivre les mêmes choses qu'on a vécu en 2020. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose de concret, parce qu'on ne doit pas rester que dans la théorie, mais qu'il y a quelque chose de concret qui doit faire de façon
consensuel, c'est-à-dire ensemble. Sinon, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Parce que si chacun cherche à résoudre son problème de façon personnelle, donc donc vous êtes en train de dire aussi que le PDCI devrait encourager qu'on remette le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste, n'est-ce pas? Puisqu'il est le candidat du PPACI. Donc vous êtes en train de dire que le PDCI doit aussi s'engager dans cette liste, n'est-ce pas? Oui, forcément que le PDCI s'oppose à une injustice, quelle qu'elle soit, que le président ne soit pas sur la liste est quelque chose de tellement aberrant, de grossier, que on devrait même pas être à ce stade-là même de lutter pour ce détail-là. Mais comme ça reste qu'est-ce que le PDCI fait de façon concrète pour montrer qu'il s'associe à cette lutte-là? Est-ce que le PDCI aussi montre de façon ouverte et concrète qu'ils veulent le retour du président Soro en Côte d'Ivoire? Est-ce que le PDCI montre de façon concrète qu'ils veulent le nom de Blé Goudé sur la liste aussi électorale? Parce que, comme vous venez de le dire, il y a quelque chose de concret qui doit être mis sur pied avant 2025. Sinon, comme vous avez dit, ça va être ce passage en force là. Mais est-ce que le PDCI n'est pas un peu trop dans la théorie? Mais non, le PDCI n'est pas dans la théorie. Le PDCI, il faut comprendre que pour réunir des entités qui sont indépendantes, c'est pas simple. Chaque parti a son agenda et a son ambition, qui fait que pour que on se réunisse, il faut beaucoup d'intermédiation, vraiment de tractation en silence surtout. Ça va pas se passer sur les médias, non. Sur les médias, c'est quand c'est cuit que ça se passera. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est les signes. Pour moi, quand le PDCI, à chaque fois, invite à son congrès tous les partis d'opposition et est aussi présent aux cérémonies de ces différents partis-là quand il les organise, c'est un signe qu'il y a du travail de rapprochement, de partenariat qui se fait. Maintenant, je vais pas aller plus loin dans la concrétisation sur papier, peut-être c'est ça que tu me parles. Ça, je peux pas aller plus loin parce que rien d'officiel n'a été prononcé par aucun des partis, ni le PDCI dans ce sens-là. Mais on a une tendance de rapprochement qui est claire dans les relations humaines. Monsieur Agnero, sans vous interrompre, cette tendance de rapprochement-là, nous l'avons déjà vu, Dieu merci, à travers les élections municipales. Pour la mairie là, et puis aussi conseil régional. Nous avons vécu ça. Et je pense que pourquoi on soit encore à cette étape je vais dire que ouais, non, je comprends ce que tu dis. Mais il faut pas oublier ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais il y a beaucoup d'obstacles cachés dans la question ici, dans ce que tu dis par rapport aux municipales et législatives. C'est que pendant cette période avant cette période municipale et législative, je ne sais pas si tu te rappelles que le président Bédié déjà était opposé à un problème de découpage électoral qui n'était pas favorable déjà à l'opposition dès le départ. Mais ce vœu-là n'est jamais exaucé. Ils sont obligés d'aller dans les échéances à chaque fois. Et ce qu'ils font, c'est que ils vont avec des bras cassés dès le départ. Et c'est fait exprès. Alors que dans l'échéance présidentielle, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bloc électoral qui va se passer. Et donc, le découpage électoral compte peu. Le découpage électoral ici va pas compter beaucoup puisqu'on rassemble toutes les voix. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord conquérir l'appareil d'État et puis répondre à ces questions-là maintenant plus tard. Parce que ça a toujours été comme ça, même dans les grandes démocraties. Quand tu regardes, même en France, d'ailleurs, c'est qui a expliqué que Sarkozy avait changé les règles du jeu pour que dès que les élections présidentielles sont faites, immédiatement, on fasse les élections législatives. Donc, c'est pour dire que c'est deux formes d'élections qui n'ont pas les mêmes stratégies. Et la première, c'est
c'est de prendre totalement le pouvoir. La deuxième, c'est de conserver le pouvoir. Donc, pour conserver le pouvoir, celui qui a plus d'avantages, c'est le parti au pouvoir. Et ils ont utilisé le découpage électoral sans compter les autres manigances ou bien les autres méthodes et stratégies qu'ils utilisent pour bâillonner les élections et conserver le pouvoir parlementaire et autres. Donc, c'est normal qu'on perde sur ces choses-là parce que au-delà des petites alliances, il y a déjà un désavantage qui existe déjà avant d'aller aux échéances de compétition. Donc c'est comme si tu allais handicaper dans une compétition de gens qui sont en bon état. C'est-à-dire que tu es le seul handicapé qui va à la compétition. Tu y vas peut-être pour la forme, pour le courage ou bien pour faire des émotions, mais tu vas pas pour gagner. C'est pour moi, c'est cette image-là qu'on peut avoir. D'accord. Merci Allô? bien, M. Agnero. Oui, je suis là. Excuse-moi. Merci bien, M. Agnero. Je pense que les questions même que je vous pose sont vraiment des questions un peu au-delà, parce que je vous assure que ce sont les questions que tout le monde se pose. Parce que oui, on voit le PDCI qui est vraiment en train de... Parce que quand on fait les calculs, de savoir que le PDCI revienne au pouvoir, pas mauvais. C'est pas mauvais. Tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aimer le PDCI pour dire que vraiment il mérite de revenir au pouvoir. C'est-à-dire que je vais dire que le vent est en train de souffler en votre faveur. De façon naturelle. Voilà, de façon naturelle. Mais est-ce que vous êtes conscient aussi que la méchanceté est telle que souvent le naturel devient l'illusion et la méchanceté devient le réel. Parce que ça peut être vrai que le vent souffle de façon naturelle en votre faveur. Mais comment est-ce que vous utilisez cette faveur naturelle-là pour vraiment donner une bouffée d'oxygène aux Ivoiriens? Parce que quand on va dire opposition ivoirienne, on va dire qu'on reste encore dans les chaussures des politiciens. Mais dans l'opposition ivoirienne, je vois la partie civile, je vois ceci, je vois cela. Avec tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est clair que la Côte d'Ivoire veut un changement. Et si on sent que le changement est en train de venir du côté du PDCI avec son produit Tidiane Thiam, est-ce que M. Tidiane Thiam est conscient du fait que peut-être il a un aura d'être le prochain président, mais au même moment, il sait que les choses seront très difficiles pour lui s'il ne règle pas un certain nombre de problèmes qui sont les problèmes que nous avons cités précédemment. C'est-à-dire que quelque chose de façon concrète en tant qu'opposition doit être fait. C'est ça. Donc c'est ce que je dis un peu sur les plateformes où j'ai fait des échanges, des débats. C'est que l'ambiance politique actuellement est tellement animée que ça crée une émotion où on est pressé, comme dans tous les environnements où les choses marchent. Quand on regarde bien avec un peu de recul, on se rend compte que pièce par pièce, le président Tidiane Thiam est en train de structurer quelque chose qui va dans une direction qui est bien précise. Donc, il a d'abord démarré par prendre la présidence du PDCI. C'est déjà un exercice complet. Au sein même du PDCI, pour ceux qui ont suivi les difficultés, les bâtons dans les roues qu'on a subis par des mains occultes venant sûrement de l'appareil de l'État lui-même, on a vu les difficultés que cela a donné. Et après ça, la deuxième des choses qui se fixe, ou bien les deux choses qui se fixent en même temps, c'est lancer une bonne réforme PDCI en son sein, une réforme qui vise à rassembler le PDCI en un bloc et en même temps organiser les obsèques du président Bédié. Et donc ces deux choses-là, elles ont été faites pour les obsèques. La réforme, elle continue d'être faite et maintenant on est en train d'aborder, pendant que la réforme se fait, on est en train d'aborder la phase de mobilisation concrètement. Donc on commence déjà à vouloir aller à l'écoute du peuple déjà ivoirien et des composantes des composantes citoyennes et ça se voit dans les images comme j'ai cité. Le président Thiam a rencontré des grosses têtes d'affiches, même Puché Bali a rencontré le président Tidiane Thiam.
Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a ces rencontres-là, par expérience, c'est des rencontres qui cachent des stratégies. Et les stratégies ne seront pas dévoilées dans des débats. Il ne faut pas imaginer ça. Il ne faut pas chercher ça comme ça. Mais il faut comprendre déjà au niveau des discours et des relations humaines la manière dont ça s'articule. Quand ça s'articule paisiblement, c'est que c'est déjà une bonne chose. Quand ça s'articule avec des crocs en jambes bizarres, il faut rester aussi dans son doute ou bien dans son scepticisme et puis voir comment les choses vont aller, si ça va se dégrader ou pas. Donc c'est vraiment de la méthode, c'est vraiment une évolution pas à pas, sans oublier le grand adversaire qui lui-même il est là en face. Donc le président Thiam est conscient qu'il faut qu'on soit plus rassemblés. Mais il ne peut pas sauter les étapes, c'est-à-dire que s'il n'a pas préparé le PDCI lui-même, comment il va aller vers les autres et être crédible? C'est ça la question. Et donc le président Thiam, il est en train simplement de rattraper des choses qu'il doit faire à son propre niveau, au niveau du PDCI, et que ce PDCI là soit assez prêt pour aussi rallier tout le reste des Ivoiriens qui sont dans ce besoin d'espoir là. Oh, donc, M. Agnero, est-ce que vous êtes en train de nous dire implicitement ici que Thiam ne fait pas l'unanimité au PDCI? Comment? Est-ce que vous êtes en train de nous dire implicitement ici que M. Thiam ne fait pas l'unanimité au PDCI? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle unanimité. Vous parlez de 100%, c'est ça? Oui. Oui, mais ça n'existe pas, on est d'accord. Ça existe nulle part au monde l'unanimité 100%. Mais je rappelle que M. Thiam a été élu à plus de 90% aux élections pour la présidence du PDCI. Hein. Donc, il est puissamment majoritaire, hein. Il est puissamment légitime. Maintenant, ce que lui veut, c'est d'ailleurs lui qui veut ce rêve-là, d'avoir un PDCI vraiment à 100% unifié, même si c'est une utopie. Et il ne s'arrête pas de continuer à ouvrir la porte à ceux qui partent ou bien qui sont dans le doute, dans le doute ou bien dans l'hésitation. Les portes restent ouvertes en fait. Donc les portes de la maison ne sont pas fermées. Les gens peuvent aller et venir. Pour le moment, la technique justement d'adhésion est une technique qui fait que on va mettre un sceau sur les personnes comme ça. Même quand tu sors de la maison, on sait que tu appartiens à la maison et c'est confirmé par un sceau. Tu as adhéré par une inscription qui est claire, qui est matérialisée. Et au fur et à mesure qu'on va matérialiser les gens, ça va aussi les éduquer à être fidèles dans leur engagement à quelque chose ou bien dans leur positionnement. Mais le fait qu'il n'y ait pas un dispositif comme ça rend les gens frivoles et légers dans leur comportement. Donc tout ça, c'est tous ces apports-là que le président Thiam est en train d'amener en termes de structuration du parti, petit à petit. Et moi-même, je suis un acteur de ces enregistrements au parti qui sont quand même quelque chose qui est pas nouveau, hein, mais qui est devenu quelque chose de très 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 primordial. C'est très important. Avant, on n'en avait pas besoin. Mais aujourd'hui, on en a besoin de façon réelle même. Parce qu'avant, on a été le parti unique, donc on n'avait pas besoin de ce genre de base de données. Après, quand on basculait, on n'avait pas encore ces réflexes-là. On pouvait actionner des institutions de l'État pour être fort. Et aujourd'hui, on comprend bien que les populations veulent de la démocratie, la vraie démocratie à l'occidental développé. Et pour ça, il faut que on se détache des considérations stratégiques à utiliser comment on appelle ça là, les institutions pour être fort. Et donc même le pouvoir, on veut amener le pouvoir à un exercice de démocratie où il va se délecter de tout l'appareillage d'État pour faire
pour venir à la compétition. Et tout ça, ça fait partie de la stratégie que nous avons. Et cette stratégie-là, si on la partage aux autres, ou bien si les autres sont conscients et qu'ils partagent la même chose avec nous, mais on va pas lâcher le pouvoir, le parti au pouvoir. C'est que même quand on va voir un véhicule de l'État qui est en train de faire campagne, on va le dire. Donc, on va pas les lâcher d'un iota. C'est pour dire que on est en train de faire un travail qui, pour ma part, est un travail qui se fait même peut-être aussi chez les autres. Parce qu'on n'est pas, nous, on n'est pas exceptionnel. C'est juste que, voilà, comme tu l'as dit, il y a une mobilisation naturelle qui est en train de se faire, mais derrière cette mobilisation, il y a une structuration que tout le monde, au niveau du PDCI, comme au niveau du PPACI, comme au niveau des autres partis, aujourd'hui, les gens ont quand même un niveau d'organisation et intellectuel assez préparé pour se donner à la notion de bien faire les choses de façon structurée, quoi. D'accord. Merci bien, M. Agnero. Je voulais rapidement vous demander, est-ce qu'on pourrait dire que ce nouveau PDCI que nous avons là est en train de mettre le vin nouveau dans des outres neuves? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. C'est pour ça qu'on veut absolument avoir les outres neuves à travers la réforme du PDCI, donc renouveler même les outres du PDCI et faire en sorte que le vin nouveau qui va tomber là-dedans soit conservable longtemps. Donc, si on revient, si vous pourriez expliquer ça un peu de façon terre à terre, parce que moi, je comprends exactement ce que vous êtes en train de dire, mais je ne sais pas si mon résumé va écorcher ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus terre à terre? Qui sont les autres nœuds et c'est quoi le vin? Alors, les outres, c'est le somme. Donc, pour le PDCI, l'outre, déjà, premier, c'est l'appareil du PDCI lui-même, qui doit être structuré, réformé bien. Et puis, le vin, c'est les militants déjà du PDCI qui doivent être rassemblés, doivent être unis. Et une fois que ça c'est fait, ça va contaminer justement les autres. Donc, on pourra aller vers les autres pour montrer que ça c'est faisable. Et quand on va vers les autres, il y a deux choses. Soit eux, ils ne le savent pas, et puis nous, on contamine. Soit eux, ils le savent aussi, et ils l'ont fait. Et puis on dit, mais voilà, on fait la même chose. Pourquoi on se met pas ensemble pour être plus fort? Et à mon avis, on va forcément se comprendre puisqu'on fait la même chose. Donc, c'est ce travail-là que je ramène à ton proverbe c'est ça, hein, le vin et de vin nouveau. Maintenant, voilà, je voulais poser une question un peu plus polémique. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu M. Bion dans tout ce qui s'est passé là? Surtout le truc de Soubré. On n'a pas vu. C'est à Soubré, non? Ah oui, à Soubré et à voilà, bon, je sais que pour l'élection de président Tidjam Mayam Sokro, on a vu le ministre Bion. Est-ce que pour la suite des activités, est-ce qu'on le voit vraiment? Alors, c'est une question carrément polémique et vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, c'est ça. C'est une question polémique et en même temps qui est personnalisée au ministre Bion. Je l'ai pas vu moi non plus, mais je n'en fais pas un souci parce que voilà, la marche pour 2025 elle est longue et je sais aussi que le ministre Bion est en train de se préparer à une candidature éventuelle de la candidature pour les conventions. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont se clarifier et se mettre en ordre. Donc, que ça soit des choses tordues, ça va se redresser. Si c'est des choses qui étaient déjà redressées, ben elles vont continuer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Okay. Oui. En tout cas, moi, j'ai compris. Ce sont nos auditeurs qui n'ont pas compris. Si nos auditeurs n'ont pas compris, vous devez vous manifester, les amis. Vous devez lever voilà, la main. Qui se manifeste parce que, voilà, c'est une question un peu spéciale. Maintenant, il faut que la question soit plus précise pour que je puisse apporter une réaction, une réponse précise. Allez-y, maman Soro, bonsoir. Allô, bonsoir, Charlène. Bonsoir, maman. Ça va? Notre invité, c'est monsieur Agnero, non? Agnero. Oui. Ouais, vous êtes bonsoir, madame. Du P. Bonsoir, moi c'est madame Kone Aïda. Vous êtes responsable bonsoir, madame Kone. Enchantée. De PDCI. Allô? C'est une question? Oui. Non, je demande, vous êtes au PDCI là-bas. Vous êtes PDCI, non? Oui, je suis membre du Grand Conseil et je suis dans la délégation du Benelux ici en Belgique.
D'accord. Je vous encourage. Ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Parce que vous, pas du tout. Nous, j'étais PDCI. Nous, on faisait partie du groupe de tonton Isher Antoine à la mairie de Cocody. C'est nous qui l'avons envoyé là-bas, à la mairie en 80. Isher Antoine, oui. Je en 80, quand Oufo-Boigny a dit que tout le monde peut se présenter, nous, on est partis à Montano, et puis c'est les grands frères Didi Rodé et autres. Nous, notre groupe, c'est la même chose, je vois avec Jean-Louis Bignon. Nous, notre groupe, on avait notre groupe avec Isher Antoine. Et l'autre groupe était avec Donald Forogo. On était opposés à ML Théodore. Nous, notre groupe était opposé au groupe. On était avec Isher Antoine, tonton Isher Antoine. On était opposés au groupe de Forogo, les pays Bernard, Alam, Oussou, Martin Tao et autres là. On était opposés à eux. C'est ça. Les pays Bernard et autres là. Tout ça là. On était opposés à eux. C'est pas facile. Tenez bon. C'est pas facile. Voilà. Tenez bon. D'ailleurs, ça ira. Je peux vous rassurer, je peux vous rassurer que le président Tidiane Thiam n'est pas tout ce qui est négatif. Oui, je sais. Voilà. Je sais, je le connais. Il avait 10 ans, je le connaissais. Je partais chez le président Oufo-Boigny. La rouge, c'est pas entre chez Oufo et chez son père, Amadou Thiam, et sa mère, Maré Tousso. Je ressemble beaucoup à sa maman. Lui et Daouda Thiam et Abdoulaziz. Je connais la famille très bien. Tenez bon. Ne vous découragez pas. Merci beaucoup. C'est pas facile. Merci beaucoup. Voilà. Dans tous les partis, il y en a. Les brebis galeuses, là, il y en a. Nous-mêmes, Oufo-Boigny était là avec Jenny Kobena. On est parti faire PDCI Renouveau. Tout ça, là. Nous, on a fait ça. Donc, c'est pas facile. Tenez bon. On vous encourage. Et moi, j'ai 71 ans. Maintenant, je suis plus âgé que ça. Je l'ai vu petit. Je connais ses grands frères Augustin, qui est gouverneur à Yamsoukro, qui est dans le trône de Oufo-Boigny. Sa grande sœur Yacine qui est décédée, Daouda Thiam, Abdoulaziz Thiam et Nana Yamso. Je les connais. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur pour moi c'est pas facile. Je vous occupez pas. Jean-Louis Bignon, s'il veut être candidat, il n'a qu'à aller. Il n'y a pas de problème. Laissez-le. Laissez-le, il n'a qu'à se présenter. Ils vont bouffer son argent. Ils vont le mettre à genoux. C'est là il va connaître. Il ne connaît pas encore. Eux, ils ne connaissent pas la politique. D'accord. Je vous encourage. Je vous salue très bien. Je salue le président Thiam. Merci beaucoup, madame. Et en tout cas, c'est encore un honneur pour moi d'avoir échangé avec vous. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Je pense que Maman Soro, on l'appelle Maman parce que vraiment, quand elle se connecte, c'est pour vraiment donner la force à nos invités. Et vraiment, elle est une fidèle auditrice de Moi Dieu. Merci beaucoup, Maman. Merci pour ton soutien et merci pour ta contribution. Vous voulez dire quelque chose? Maman Soro, elle est où ça? Elle est aux États-Unis? Elle est où ça? Aux États-Unis. Maman, présente-toi. Aux États-Unis. Maman, présente-toi. Je suis aux États-Unis. Je suis à New York. Ah, d'accord. Ok. C'est bien à savoir parce que on a besoin de ce genre d'expérience là, Maman Soro. Et le président Thiam adore beaucoup ces expériences là, comme des personnes comme vous, comme ça. Et c'est pour ça qu'il tourne beaucoup, voir tous les anciens, parce que c'est là qu'il tire sa force. Et c'est la force aussi du PDCI, son histoire. Entendre des acteurs comme vous, comme ça, ça renforce et ça donne beaucoup plus de courage pour continuer encore. Merci Maman Soro, merci beaucoup. Merci. Voilà, j'ai une dernière question pour vous parce que le temps est déjà fini même. Mais on a ici connecté un frère du PPACI, M. Niali Alfred. Vas-y, oui. Je voulais vous demander, je voulais vous demander à quel niveau sont vos rapports avec le président Gbagbo. C'est vrai que le président Thiam et le président Gbagbo, c'est vrai que il lui a rendu visite, ils ont causé. Bon, même dans son discours de Soubré, il a dit que je pense qu'il a essayé de répondre à une polémique qui faisait le tour des réseaux sociaux concernant son rapport avec le PPACI. Voilà, je sais pas. Oui. Quel est le niveau de rapport que M. Thiam personnellement a avec le président Gbagbo? Ah oui, c'est un rapport très personnel et très filial. Il le considère
comme aussi son papa. Et donc c'est pour ça que ça rassure déjà que ce que Bédié a mis en place déjà comme partenariat avec le président Laurent Gbagbo, que de façon personnelle déjà le président Thiam ait aussi déjà des antécédents positifs avec le président Gbagbo. Donc le président Thiam est quelqu'un de très, très, très stratège, même au niveau social. Il n'y a pas qu'intellectuellement. C'est quelqu'un qui est d'une sociabilité très, très, très forte. Et apparemment, le président Gbagbo est un ami et papa pour lui. D'accord. Donc, il vaut beaucoup de respect. D'accord, d'accord. C'est très bien répondu. Je voulais demander, étant donné que M. Thiam est très théorique et le président Gbagbo est très pratique, vous ne pensez pas qu'en principe, le matching devait être plus facile? Ouais, mais le matching n'est pas difficile. Hein. En même temps, le président Thiam n'est pas théorique, hein, c'est un ingénieur. Je pense pas que les ingénieurs. J'ai dit théorique, pas pour foncer le président Thiam, mais je veux dire que vraiment quand on l'écoute, quand on l'entend, tout ce qu'il dit est très intéressant, mais par contre, on voit moins d'action. Au fait, c'est un peu dans ce sens-là. Oh, avec le président Gbagbo, d'accord, ouais. C'est vraiment un homme de terrain et vraiment, il est vraiment dans la pratique et voilà, quand il est venu, il a vraiment créé son PPACI parce qu'il n'était pas dans le discours de tirer le SPI avec qui que ce soit. C'est un peu dans ce sens-là que je parle de pratique. Voilà, donc en principe, oui. En principe, moi, je dirais même plus expérience parce que c'est une grosse bibliothèque qu'est Laurent Gbagbo et même le président Tidjane Thiam l'a dit au truc de presse quand il quittait chez monsieur Laurent Gbagbo. Donc dans leurs échanges, le souhait qu'il a évoqué, c'est que il continue de se parler parce que c'est une bibliothèque auprès de qui il va beaucoup apprendre. Donc c'est tout le résumé qui est là. Ça veut dire que Tidjane Thiam est conscient que lui-même il est à l'école. Il est humble et il sait qu'il est à l'école encore de tout ça. Mais il apprend très vite. C'est ce qui est bien. D'accord. On va donner rapidement la parole à M. Niali. Mais moi, je voulais poser une question directe à ton invité. Hein. Quels sont les éléments en faveur de Thiam? Que la frange du militant du PDCI puisse opter pour Thiam. Or, nous savons qu'au PDCI, les vieux de la vieille qui sont sur le terrain et qui ont battu les pavés pour longtemps et qui ont une balle qui sont connus à l'intérieur du pays. Alors, je voulais savoir honnêtement quels sont les éléments. Parce que quand je pose la question à certains militants du PDCI, les réponses qu'ils me donnent, je pense que c'est pas satisfaisant. Donc pour vous, je voulais savoir, que je n'ai pas envie de engager le débat, mais je voulais savoir vos sentiments personnels, quels sont les éléments de valeur qui ont milité pour Thiam, pour qu'il soit ce poste de président du PDCI et ensuite peut-être le candidat du PDCI aux élections de 2025. Là, je voulais, si je ne suis pas satisfait, je vais revenir encore sur ma question. Alors, je reprends un peu la question et vous me dites, voilà. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qui a milité pour que le président Thiam soit le président, c'est ça? Oui, voilà, président du PDCI. Voilà. Quels sont les éléments de valeur qui ont milité pour qu'une frange du PDCI, des militants du PDCI, puissent porter le flambeau de Thiam jusqu'au poste de président du parti? Autrement dit, il est en train de dire ici que est-ce que M. Thiam n'a pas été forcé à la tête du PDCI? Allez-y. C'est facile. Non, je pense que dire qu'il a été porté à la tête du PDCI, c'est dire que le congrès n'a pas été électif, alors qu'on a tous suivi ce congrès qui était médiatisé et qui était un congrès d'élection. C'est une élection qui a été faite. Hein. Je ne sais pas si cette considération-là. Je pense qu'on ne se comprend pas. Je pose une question. Ah, d'accord. Voilà. Je ne parle pas du congrès. C'est ça qu'au congrès, ce sont les militants qui se réunissent et puis, voilà, on désigne les candidats bien avant cela, dès le début, lorsque Thiam est arrivé, quels sont les éléments de valeur qui ont poussé une frange de population, une frange de militants du PDCI pour dire, ouais, c'est Thiam comparé à des douaniers, à des gens qui sont sur le terrain depuis fort longtemps et qui sont ulysse au niveau du PDCI RDA. Pourquoi c'est Thiam avant qu'on arrive au Congrès? Alors, avant qu'on arrive au Congrès, écoute, c'est une question intéressante, hein, et ça exprime justement le besoin de rassemblement au PDCI. Le président Bédié maintenait un PDCI un peu en Frankenstein, où c'était lui qui était le seul ciment.
Et donc, dans cette configuration-là, comme vous dites, il y a ceux qui étaient là depuis longtemps, qui sont connus et qui ont toujours gardé les places, qui n'ont pas voulu bouger. Et il y a ce qu'on appelle la base, qui à chaque fois va en ébullition, même pendant que le président Bédié était là. À chaque fois que la base commence à entrer en ébullition, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui change au PDCI et le président Bédié se rend compte que il n'a pas les retours de la base. Et donc, ce processus-là, aujourd'hui, il a été adulé à travers l'arrivée de Thiam par ces gens qui sont à la base considèrent qu'ils se font pas bien entendre. Pourtant, ils aimeraient ça, mais le président Bédié, fonctionnant à sa façon avec un entourage qui est le sien. Dans cet entourage-là, il y avait, comme on dit, il y avait beaucoup de systèmes de coupeurs de route qui faisaient que le parti n'avait pas sa fluidité de fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en train de faire une réforme? C'est justement pour casser tous ces blocages-là dans le parti. Donc, ça va faire des mécontents et tout ça, mais au moins, le barème qui est posé là, c'est posé pour que ceux qui viennent soient ceux qui viennent pour porter le parti vers l'avant plutôt que de se positionner pour des intérêts personnels. Parce que on est quand même dans un parti démocratique. Le fait d'être un faucon indéboulonnable n'est pas aussi vu par les jeunes de la même manière que par une certaine population d'un certain âge. Et ça, le fait que Thiam soit un candidat un peu à l'intermédiaire a été favorable. Parce que si c'était pas Thiam, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais ça allait aller dans un éclatement plus grave que ça. C'est-à-dire qu'on allait entendre parler du PDCI qui a été éclaté par le RHDP. Parce que les forces aussi externes qui font que justement on avait cette architecture là, elles existent. Hein. Elles existent. Il y avait que le président Bédié qui était le bouclier. Et dès qu'il part, le PDCI est à la merci de tout ça, de toutes ces influences-là, parce qu'ils sont nombreux, qui sont des grandes têtes du PDCI qui ont des ambitions et tout ça. Et donc, le fait que l'institution ait marché et qu'on ait pu faire le congrès et que de façon élective, le président Thiam se soit positionné, je pense que ça a été salutaire. Et après, il n'y a pas d'ennemis. Moi, je suis dedans. Il y a plein de gens qui sont des anciens qui continuent de monter en valeur. Et il y a des gens peut-être qui se sentent écartés, mais ça ne vient que de commencer. Il faut que les gens aussi soient patients, qu'ils soient pas égoïstes. Il faut apprendre un peu à accepter que la contribution, elle se fait pas de la même façon pour tout le monde. Il faut accepter ça. C'est juste ça. Maintenant, je sais pas si la réponse est ce que vous attendez ou bien est passée à côté. Voilà. Monsieur Ngali, allez-y rapidement parce qu'on est vraiment à la fin. Donc, je voulais savoir si, je peux peut-être engager un peu le débat ou bien, compte tenu du temps, je ne vais pas pousser, je prends la réponse du chef. En tout cas, moi, je suis disponible pour monsieur Ngali. Je suis à moitié satisfait de sa question. Voilà, il a essayé d'habiller ma question, mais il n'a pas véritablement touché les éléments que je recherchais. Les éléments que je cherchais là, pourquoi tu as... Est-ce que la différence qu'est-ce qu'il peut apporter au PDCI, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il peut apporter au PDCI? Quelle est la différence entre lui et les autres faucons du PDCI qui sont là? Et pourquoi? C'est les raisons comme ça que je cherchais. Sinon, ce qu'il a dit, effectivement, c'est les choses, les approches qu'on peut apporter après lorsqu'il y a des fichus dans un groupe ou autre et tout. Ça, j'ai compris, c'est politique. Mais les éléments, la question que j'ai posée, la question directe que j'ai posée, je n'ai pas eu de réponse dans ce sens-là. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il peut apporter? Parce que ça, j'ai pas répondu, effectivement. Qu'est-ce qu'il peut apporter? J'ai pas répondu. Non, la question que la question que j'ai posée, elle est très simple. Hein. Voilà. Pourquoi Thiam? Oui.
pourquoi pas Benchon, pourquoi pas Dikawi, pourquoi pas celui-là, pourquoi pas celui-là, pourquoi Thiam qui a laissé un vide au sein du PDC. Je ne discute pas sur ton background, hein. Tout le monde sait, notre maman Soro l'a prouvé, hein. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de discours, discours là-dessus. Mais le choix en politique, c'est le marquage du terrain. Voilà. En politique, au moment où nous sommes allés aux élections de 2025, là, hein, on a besoin des gens qui ont un visage au sein des militants du PDC, qui sont connus, qui ont fait le PDC. Tu peux affronter le position, tu peux affronter le pouvoir sans risque. Et ces éléments-là, ces gens-là, ils sont là. Alors, ils sont beaucoup au sein du PDC. Et puis, bon, soudainement, tiens, tu as fait la rupture à un moment donné. Ça, c'est professionnel, ça engage sur lui, il s'engage sur les militants du PDC. Mais nous, qui sommes de l'extérieur, et puis, voilà, le terrain assez très, 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 très fragile. Et pourquoi ce choix au moment où le PDC a des éléments qui ont battu sont pavés, les pavés au niveau d'une résistance au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont là. Et pourquoi, à un moment donné, toute une partie des militants du PDC flanche subitement pour Thiam? Je devrais savoir quels sont les éléments, qu'est-ce que Thiam possède de spécial par rapport aux autres, qui font qu'une tranche des militants du PDCI bascule pour Thiam pour qu'il devienne président du PDCI. Et de facto, président du parti de la création des militants. Voici la question directe que je vous ai posée. Voilà. Sur ce que vous avez dit. Alors, donc, je vais répondre, monsieur Ngali, je vais répondre à votre question, mais en même temps, juste avant de répondre, il faut que vous soyez conscient que la réponse que je vous donne est la mienne, parce que dans votre question, en fait, vous posez la question de savoir pourquoi Thiam. Mais Thiam n'a pas été choisi par un individu. C'est pour ça que je vous ai ramené au Congrès. Mais vous m'avez dit que c'est politique. Mais il faut savoir que dans la préparation pour que Thiam peut-être se positionne, moi personnellement, quand je connaissais pas encore Thiam, j'étais pro Jean-Louis Billon parce que j'étais de ceux qui voulaient qu'on mette quelqu'un de jeune pour conquérir l'appareil d'État. Mais il fallait que le président Bédié donne son onction. Donc, je veux dire qu'on est nombreux qui avons des approches un peu comme ça. Mais Jean-Louis Billon, une fois que Thiam apparaît, Jean-Louis Billon est quelqu'un qui a déjà été fragilisé par le pouvoir en place et même fragilisé par le PDCI. Donc il a ces faiblesses qui font que investir un candidat à la présidence, on sait ce que c'est que l'environnement ivoirien. C'est pas un environnement c'est pas un environnement d'enfants, c'est un environnement très 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 hostile. Peut-être la chose que beaucoup sous-estiment chez Tidjane Thiam, c'est qu'on croit que c'est une petite poupée. Mais de là où il vient, c'est-à-dire que l'environnement entrepreneurial est encore plus agressif que ça. Peut-être pas que la politique forcément, mais c'est un environnement d'une agressivité qui est matérielle, qui est autre chose que lui connaît. Mais là-dedans, il a su faire une carrière en gardant des valeurs. Donc, passer ça déjà et garder une certaine image, soigner une image pour en sortir et venir à la politique que lui-même voulait plus à un moment faire parce que il trouvait que c'était pas facile de faire la politique. La politique était l'art le plus compliqué. Lui qui était déjà un petit enfant d'homme politique et très brillant, il n'aimait pas déjà la politique, pas parce qu'il pouvait pas la faire, mais il trouvait que c'était difficile d'appliquer les valeurs dans la politique. Donc, ce qui l'a amené à accepter de revenir, c'est déjà une impulsion populaire. Hein. Donc, avant que lui-même ne se décide à venir faire une carrière politique, plusieurs groupes de soutien ont commencé 2 ou 3 ans avant, de façon spontanée pour lui. Sa sœur y est pour beaucoup. Mais voilà, il n'y a pas de crime à ça. Hein. Donc, je vous dis un peu ce que je vois de comment ça peut se mettre en place. Mais c'est des choses naturelles. Il n'y a personne qui se met dans ces choses-là autrement. Tout le monde a des soutiens qui peuvent être familiaux ou bien amicaux et tout ça. Et puis, petit à petit, élément par élément, ça se met en place.
Et donc, dans le cas de Tidjane Thiam, des groupes de soutien, comment on appelle ça là, libres et inconditionnels se mettent en place petit à petit et n'arrivent même pas à l'approcher lui parce que lui, il veut pas du tout faire la politique. Mais on pense que c'est quelqu'un qui pourrait apporter. Et il l'entend et même souvent lui-même, on lui pose des questions sur les plateaux. Où il parle de son travail, on lui dit mais pour sa retraite, qu'est-ce qu'il va faire et tout ça, et il reste toujours muet jusqu'à ce qu'il décide en 2021 ou 21 je crois, lors d'une réunion de Concorde où on est allé le rencontrer. Et c'est là que je l'ai entendu dire sa volonté pas sa volonté, son indignation de ce qui se passe au pays. Voilà. C'est-à-dire, après les événements de 2020, il était indigné par ce qui se passe au pays. Il s'est senti fort concerné et après ça, voilà, il fallait voir comment est-ce que il allait pouvoir rentrer dans le concert pour apporter son aide. Et son aide n'était pas d'abord dans un premier temps de venir être candidat à la présidence, non. Son aide était déjà voilà, à distance, comment il pouvait aider voilà, la Côte d'Ivoire et comment il pouvait aider aussi le parti. Il le faisait déjà avec le président Bédié. Tout le monde sait que c'est le deuxième contributeur du PDCI, même quand il n'était pas présent. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, c'est pas quelque chose qui s'est improvisé. Peut-être que c'est ce qui a apparu à tout le monde comme ça, mais Thiam, c'est quelqu'un qui prépare les choses, mais en silence, à long terme. Donc ce qui restait pour Thiam à venir, il attendait simplement que le président Bédié lui dise « Écoute, tu peux venir, mon fils, voilà, dans un scénario symbolique comme ça ». Et c'est pas arrivé, le président Bédié est mort avant. Mais vu que il était lancé déjà, ouais, il est quand même venu au congrès d'abord au truc du bureau politique d'abord, à la réunion du bureau politique qui a fixé le congrès, pour faire déjà un premier pas et se remettre dans l'appareil du parti qui a toujours été son appareil aussi. Il a travaillé aux côtés du président Bédié dans le PDCI et dans le gouvernement dans le passé. D'accord. Donc merci pour bien, moi, monsieur. voilà, pour moi, je pense que il a été choisi parce que voilà, les militants de base le voulaient. Voilà, merci. Voilà ce qui est bien dit. Monsieur Niali, je pense qu'on va se contenter de cette réponse parce qu'il y a forcément des problèmes dans tous les partis. On ne va pas tirer les verres du nez de mon invité. Oui, Salim, ouais, je suis d'accord, merci. Voilà, merci. Voilà, merci, on va aller. Merci, restez jusqu'à la fin, pardon. Monsieur Agnero, rapidement, je voulais Oui, je suis là, je suis. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que M. Tidjane Thiam va être un remplacement de M. Alassane Dramane Ouattara, comme, disons, un candidat de l'Occident? Que répondez-vous à cela? Et faites votre mot de... Alors, je réponds à cela que la différence de Tidjane Thiam à Ouattara, c'est que Ouattara n'est pas un concepteur de stratégie. Et donc, l'Occident conçoit des stratégies qu'il impose à un pays pour ses intérêts. Mais ces stratégies-là, Tidjane Thiam fait partie de ceux que l'Occident consulte pour les élaborer. Donc, quelqu'un même qui connaît le cœur de la façon dont ça fonctionne ne peut pas être influencé. Parce que tout ce que les gens ne comprennent pas et que beaucoup de gens crient haut et fort qu'on ne comprend pas, c'est un complexe qu'on a simplement. Sinon, on est allé à l'école depuis plusieurs années et que on pourrait régler les choses. Mais ça se fait qu'on fabrique des intellectuels qui sont pas capables, dans des moments décisifs, de montrer leur intellectualisme. C'est juste ça. Parce que quand on va signer un contrat et des choses comme ça, c'est là-bas que les enjeux de toute ta carrière se font. C'est là qu'on voit si t'es malin ou pas et tout ça. Et donc, c'est pas Tidjane Thiam qui va venir avoir le même problème que Ouattara, alors que le même Tidjane Thiam, quand Ouattara est parti à peine, le président Bédié l'a amené pour remplacer un occidental à la tête de la DGTX, donc la direction des grands travaux, qui a, je rappelle, qui a toujours été dirigée par un Français, depuis Houphouët-Boigny, parce que c'est eux qui planifiaient le développement ivoirien. Et arrivé aux années 80, il y a le Français le plus emblématique qui a pris les grands travaux,
c'est Césario qui était un ingénieur déjà dans les années 70 qui travaillait aux grands travaux et qui est passé directeur général des grands travaux. Césario est devenu l'homme de main du Houphouët-Boigny pour des projets d'envergure qui était celui de le projet d'envergure de la réalisation de la basilique de Yamoussoukro. Et donc pour cela, voilà, c'est un gros technicien de la négociation des dettes et tout ça de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc c'est les grands travaux qui s'en occupaient toutes les économies qu'il a pu faire dans la supervision des ministères dans la gestion de leurs projets pendant la décennie 80 et la crise qu'il y avait, ça a permis de régler les objectifs du président Houphouët-Boigny. Et quand il est parti, Monsieur Césario, il a été remplacé par Monsieur Philippe Serret, qui est un autre Français, donc qui a dirigé cette boîte-là et qui en même temps était le conseiller du Premier ministre Ouattara. Donc il travaillait maintenant avec le Premier ministre Ouattara pour continuer les politiques de négociation et tout ça de travaux. Et donc c'est ceux-là qui faisaient le travail derrière. Quand Bédier est arrivé, donc ceux-là même qui sont liés directement au Quai d'Orsay et qui impulsent les comment on appelle ça là, les stratégies françaises dans le système politique ivoirien, ben ceux-là on les fait partie, on met un Ivoirien qui a à peine 30-31 ans. Et ça c'est Bédier qui le veut. Donc Bédier fait venir Tidiane Thiam pour prendre un poste qui dans la tradition même de la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny était prévu pour les expatriés. Et quand Tidiane Thiam prend ce poste-là pour la première fois, la première des choses qu'il propose au président Bédier, c'est que ça s'appelle plus Grands Travaux, parce que Grands Travaux, c'était c'était plus pour des ingénieurs, pour les grandes constructions, mais comme c'était cette institution-là s'occupait aussi de la gestion de la dette ivoirienne et de la négociation des rééchelonnements et tout ça de la dette. Donc, il a demandé au président Bédier qu'on rebaptise cette institution parce qu'elle ne fait pas son travail réellement. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Bureau national d'études et de travaux de développement BNEC. Et donc, c'est de là que déjà une ivoirisation des cadres réels se met en place à travers Bédier. On commence un plan de développement qui est d'abord un peu menacé par la dévaluation du franc CFA, mais qui ne fait pas mal parce que les dispositions stratégiques sont bien prises par le gouvernement de Bédier et de Cablan Duncan. Ils soutiennent le passage de la dévaluation et ils sont ambitieux, ils veulent faire un projet, ils veulent faire des projets de chantier de transformation de la Côte d'Ivoire sur les 30 et 50 années à venir, à partir de 95. Et donc, le président Bédier demande à Tidiane Thiam d'élaborer quelque chose. Et c'est là que on entend parler des fameux 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, qui s'inspirent pas du tout de quelque chose d'occidental. Parce que Tidiane Thiam a fait beaucoup, et il a fait beaucoup l'Asie, pour ceux qui ne le savent pas beaucoup, dans ses expériences professionnelles. Et donc, il inspire un développement asiatique pour la Côte d'Ivoire déjà dans les années 95. Donc, à l'image des dragons d'Asie, on veut lancer un défi de développement qu'on appelle les 12 piliers de l'éléphant d'Afrique. Et c'est cette boussole-là qui a été utilisée pour continuer le développement pendant le règne du président Laurent Gbagbo et le président Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour répondre même à ce que M. Niali disait, qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Mais c'est ça qu'il peut apporter. Et en plus, en tant que président, dans des meilleures conditions d'autonomie ou bien de souveraineté. Parce que Tidiane Thiam n'est pas con, c'est quelqu'un qui est allé chez les Blancs et qui a vu les frustrations des Blancs et en plus de son intelligence et de
de son calme. Il sait que la stratégie, ce n'est pas de dire ce que tu vas faire. Parce que si tu dis ce que tu vas faire, l'autre le sait. Donc, tu ne fais qu'agir. Et en agissant, tu surprends ton adversaire petit à petit. Et si la Côte d'Ivoire peut permettre à Tidiane Thiam de se positionner et faire ça, mais les Ivoiriens, de façon naturelle, verront la souveraineté de la Côte d'Ivoire se mettre en place, économiquement aussi. Parce que déjà, avec Bédier, ça avait commencé et c'est ce qui a fait son éviction. Parce qu'il fallait pas que son projet ambitieux qu'il a présenté à l'Assemblée se mette en place dans ce projet dès que les Occidentaux ont entendu que le financement serait un financement complètement propre. Ils étaient étonnés de comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là alors qu'il y a eu une dévaluation qu'ils ont traversée. Donc voilà, c'est les dessous de techniques de choses qui existent, qui sont les avantages pour la Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas utilisés parce que ceux qui sont là n'ont pas intérêt. Le président Ouattara ne fait pas de politique à utiliser qu'il y a déjà comme on appelle ça là, de ressources au pays. Il ne fait que aller prendre l'argent à des institutions qui lui font confiance pour endetter le pays. C'est ce qu'on dit. Mais quand les Bédiers sont venus au pouvoir et qu'il y a eu la dévaluation, ils n'ont pas demandé de prêt au FMI. Le président Thiam est allé voir en cherchant dans les armoiries de l'État. Il a vu que l'armée disposait d'un fonds et à plein de comment on appelle ça là, à plein de conférences, il a expliqué comment est-ce que ils ont utilisé ce fonds-là pour en faire un fonds propre, pour faire un appel de capitaux et financer des réalisations sans même qu'on fasse appel aux institutions de Bretton Woods. Donc c'est pour dire que c'est un comme on l'appelle, c'est le loup de la finance africaine, le loup africain de la finance mondiale qui est là pour vraiment nous enlever du joug occidental parce que il connaît leur fonctionnement et il est comment on dit ça, il est brillant au sein même des Occidentaux. Donc s'il le met à la disposition de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un bénéfice qu'on devrait surtout couvrir et bien profiter. Voilà un peu. D'accord. Donc allez-y avec votre mot de fin. Alors donc mon mot de fin, c'est un mot de remerciement surtout à tous ces auditeurs qui sont restés longtemps pour écouter la passion du PDCI RDA à travers moi et inviter tous les partenaires tous les partenaires ivoiriens, tous les compatriotes comme on dit, qui sont inquiets pour l'avenir de ce pays, à comprendre que tout va se jouer à partir de maintenant jusqu'à 2025 et que tout se passe dans la capacité d'être identifiable dans son propre pays ou bien à l'extérieur pour son pays. Donc, participer aux audiences foraines des enrôlements sur les listes électorales, quel que soit votre parti, faites tout pour être enregistré et en avoir la maîtrise de l'enregistrement pour que vous puissiez utiliser votre vote à l'objectif que vous êtes assigné pour le pays. Donc, ça vous permettra d'avoir une arme sur vous contre les politiques inquiétantes. Voilà un peu voilà mon mot de fin. Voilà, inciter les gens à prendre leur destin en main à travers l'inscription sur la liste électorale. D'accord. Merci bien, M. Agnoro. C'était un plaisir de vous recevoir sur les Mind Radio. Comme je l'ai dit, le PDCI reste toujours un endroit où les portes restent ouvertes. Donc, dans le comportement, on reste toujours disponible et ouvert. D'accord. C'est vraiment bien dit parce que à la fin de la journée, la Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'un changement. Vivement que M. Thiam ne soit pas un candidat que de l'Occident, parce que dans tous les cas, c'est toujours pas mauvais d'être un candidat de l'Occident. On n'a pas de problème avec. C'est ça, voilà, c'est ça. Quand on devient candidat pour l'Occident au détriment de la population que ça devient un problème. De la population voilà. Ça, donc, c'est bien dit. Du coup, je pense que les Ivoiriens ont été traumatisés par la gouvernance de M. Ouattara. Donc, je pense que cela éclabousse un peu M. Thiam, mine de rien. Et donc, toujours est-il qu'on veut se rassurer que tout aille bien non seulement pour lui, le PDCI, mais aussi pour la nation ivoirienne. Voilà, parce que nous avons tous besoin de changement et nous voulons vraiment du vin nouveau dans des autres neuves. Et donc, merci d'avoir répondu à notre question et merci de nous avoir
assurer que M. Thiam vient pour toute la nation ivoirienne, quand bien même l'opposition ne sera pas laissée pour compte. Effectivement. Voilà, je pense que je vais emprunter le mot à Maman Soro, ça va aller et ça ira. Et donc vraiment bon vent et bonne chance au PDCI RDA, nous sommes avec vous. Comme on le dit, le PDCI vivra et vaincra, n'est-ce pas? Donc, merci et n'hésitez pas à venir vers le PDCI pour poser vos questions. Ça permet de comprendre ce qui n'est pas bien compris et ne pas laisser les ragots à la rue pour décider à notre place. Voilà, vraiment voilà qui est bien dit. Merci les amis, c'est fini pour ce soir. On va se laisser comme ça et on sera dans quelques semaines encore avec un autre invité. Je verrai, j'ai envie de faire parler les panafricains, j'ai envie de faire parler le COGEP, j'ai envie de faire parler le GPS. On verra à qui sera le tour. J'ai même envie de faire parler aussi le PPACI. On verra à qui sera le tour du micro. Donc merci les amis, dormez tous très bien ce soir et bon ça chez vous. Merci encore, merci et honneur à l'opposition. On y va. Goodbye.